Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je le rappelle souvent, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. Sans oublier la parité. Mais pour parvenir à cette égalité et à cette parité qui se doit être transversale, il faut des militantes. Il faut travailler, plaidoyer, sensibiliser et surtout convaincre. Il faut aussi et surtout une volonté politique. L'épisode de ce soir sera consacré à la parité et à son effectivité, mais aussi aux droits des femmes et de la famille. Dans son dernier discours royal du 30 juillet dernier, le souverain a tranché. Le code de la famille sera révisé. Pas de développement sans la moitié de la population du pays privée encore de droits, d'égalité et de justice. Quelles sont les avancées nécessaires pour permettre aux Marocaines du XXIe siècle de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement de notre pays? Et surtout, qui doit conduire ce changement? Je reçois pour en parler Wafa Hedji, présidente de l'Internationale socialiste des femmes et membre du bureau national de Jossour, Forum des femmes marocaines, depuis 1995. Elle est actuellement coordinatrice du collectif Parité Maintenant, qui œuvre depuis 2017 à la mise en œuvre réelle et effective de la parité telle qu'elle a été prévue dans la Constitution de 2011. Wafa Hedji, bonsoir et merci d'être revenue sur le plateau de Hurrats. Merci de m'inviter une seconde fois. Ah bah c'était le minimum que je pouvais faire vu que vous m'avez fait l'honneur de venir à la première de Hurrats, qui à l'époque, je le rappelle, durait 12 minutes. 12 minutes. Donc nous n'avons pas eu vraiment le temps de creuser sur certains sujets, notamment certains concepts comme celui de la parité. Et donc le concept de parité maintenant, Mouna Safadaba, son histoire, sa genèse, quel a été le déclic. Donc si vous pouvez nous rappeler en quelques mots cette histoire-là depuis 2017. Pourquoi soudain la parité était devenue importante? Oui, ça va être difficile de le faire en quelques mots, mais je vais relever le challenge. En fait, c'est à la fin de 2016, après les échéances électorales en 2016, nous nous sommes rendus compte que quelques années après, finalement, l'adoption de la Constitution en 2011, nous faisions du surplace en ce qui concerne la représentation politique des femmes. Nous n'avancions pas. Et quand on n'avance pas, on recule. Et donc, nous nous sommes interrogés sur les mécanismes de discrimination positive. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnaient pas? Qu'est-ce qui se passait? Et nous avons mené une recherche-action. Une recherche-action qui a bien sûr mis en relief les différentes contraintes qui existent au sein des partis politiques, au sein de la scène, dans la mentalité de la société de manière générale, le financement, la formation, etc. Et on est arrivé aussi avec des recommandations qui étaient nées aussi de brainstorming avec les députés, avec les principaux concernés sur la scène, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, les partis politiques, les syndicats, etc. Et la principale recommandation, c'était que puisque nous avions une constitution, un article 19 qui parlait de parité et d'égalité, eh bien, il fallait demander la parité et non plus aller dans le système de quotas qui, on voyait que ça ne fonctionnait pas réellement. Et donc le démarrage, c'était politique essentiellement au départ. Essentiellement au départ, c'était la parité dans le domaine politique, de la représentation institutionnelle. Et puis, donc, nous nous sommes dit... Donc, eh bien, il faut ouvrir un débat autour de cela parce que nous étions conscientes que nous étions à un moment où il était très de conservatisme, je dirais. De conservatisme. Un peu de torpeur aussi. Un peu de torpeur. Et que donc, pour mettre en œuvre l'article 19, il fallait un peu réveiller les gens, les rassembler. Et donc, nous avons choisi d'aller d'abord vers les partis politiques, les syndicats, et d'essayer de rassembler le maximum et de fédérer le maximum des acteurs. Les sociétés civiles, les associations de femmes, de droits humains, le monde de la communication, les universitaires, les artistes. Et nous avons donc créé ce collectif de 76 personnes, de 76 personnalités, hommes et femmes, et nous leur avons proposé d'aller ensemble vers une pétition. Parce qu'il fallait aussi toucher l'opinion publique pour que la mise en œuvre de l'article 19 devienne une réalité, non pas simplement... Que les gens se l'approprient aussi, cette notion de parité. Adhèrent également. Donc, nous avons mené une grande stratégie de communication et je pense qu'on est arrivé
a positionné donc, le débat autour de la parité, de l'égalité, de la mise en œuvre de l'article 19 sur la scène nationale, dans le débat national. Et je pense que les partis aujourd'hui, toutes les parties sont très sensibles à cela. Nous avons réussi 20 000 signatures au niveau de la pétition. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ça n'a pas été une mince affaire, surtout que nous sommes tombés dans la période de Covid, de pandémie. Donc il était très difficile d'entrer en contact avec les gens, mais nous avons quand même eu 20 000 signatures, non pas simplement au niveau des axes de Rabat ou de Casa, mais aussi dans les régions très défavorisées. Et c'est ce qui nous a mené aussi à proposer une loi cadre. Pourquoi une loi cadre ? Alors justement, c'était ma question suivante. Donc il y a eu cette charte au début, suivie d'une pétition, et puis maintenant, vous avez décidé de faire une loi cadre. Alors, la pétition portait déjà la revendication d'une loi cadre. Pourquoi une loi cadre ? Alors justement, pourquoi une loi cadre ? Pourquoi pas une loi toute simple ? Bien, tout simplement parce qu'en fait, ce qui aurait été véritablement optimal, c'est que la Constitution consacre l'article 19 par une loi organique, comme elle l'a fait dans plusieurs domaines. Bon, ça n'a pas été le cas et on ne pouvait pas passer par une loi organique. La loi cadre est différente de la loi parce qu'en fait, elle dresse les priorités, les principes de mise en œuvre de l'article 19. Et il ne s'agissait pas d'entrer dans les détails, mais de dire de mettre tout simplement en valeur quelle était l'approche et la démarche à adopter en matière donc, de parité et de discrimination. Et puis une loi cadre, elle permet aussi un toilettage de tous les textes qui existent à l'heure actuelle. Donc en fait, une loi cadre, c'est une loi qui est transversale. Absolument. Vous avez étudié chaque code, tous les domaines. Tous les domaines juridiques qui touchent aussi bien les hommes que les femmes. Absolument, absolument. Aussi bien donc le domaine de professionnel, donc de l'économie, que le domaine institutionnel, que l'éducation et la formation, que la culture. Donc, en fait, une loi cadre permet de faire en sorte que tous les textes qui existent à l'heure actuelle puissent être revus pour être, disons, actualisés et y faire entrer le concept de parité. Et nous avons préparé pour cela aussi les livres blancs. D'accord. Alors, j'ai eu la primeur de ce texte-là. J'ai pu voir quand même, c'est un travail qui est formidable, qui est colossal. Ça vous a pris beaucoup de temps pour rédiger cette loi cadre ? Est-ce que ça a été fait avec des professionnels ? Est-ce que c'est vous-même ? C'est les experts juridiques du collectif ? Non, nous avons des experts juristes qui nous accompagnent depuis le début, qui ont suivi un peu toute notre dynamique et qui ont rédigé la pétition, le texte de la pétition, qui ont rédigé les 2 livres blancs sur la parité dans les domaines institutionnels, mais aussi économiques et social, et qui ont par la suite rédigé la loi cadre. Et donc, ils sont très au fait. Et c'est vrai que c'est un travail colossal qui a été fait. De fourmis même, je dirais, parce qu'il y a des petits textes là, des petites vérités un peu cachées que vous avez réussi à débusquer. Exactement, parce que c'est justement, généralement c'est dans le détail que se cache le diable. On dit généralement le diable se cache dans les détails. Et donc il fallait aller dans tous les textes, faire véritablement un répertoire de tous les textes actuels à amender, mais également la loi cadre permet de faire en sorte que plus aucune loi ne sorte à l'avenir sans être genderisée et avec la notion de parité. C'est aussi ça, c'est-à-dire pour rendre en fait le processus irréversible, parce que vous savez, les acquis sont toujours menacés. Absolument. Donc pour consolider et aller de l'avant, la loi cadre est intéressante et importante. Donc ce principe est aujourd'hui acquis ou pas encore ? Acquis, oui, puisque moi je considère aujourd'hui que le discours de Sa Majesté est venu donner en fait l'impulsion, la volonté politique nécessaire pour la parité et pour l'égalité de manière générale, parce que dans son discours, tel que je l'ai interprété personnellement, il a parlé de la parité, de la nécessité pour la femme d'être dans tous les domaines, d'être présente pour vraiment assurer un développement plus rapide et plus important du pays, c'est-à-dire en fait l'espace public, et il l'a lié à l'espace privé,
en créant justement cette interaction nécessaire entre l'espace public et l'espace privé. Parce qu'on ne peut pas faire avancer dans le domaine simplement de l'espace public en laissant de côté l'espace privé, c'est-à-dire le code de la famille. Alors justement, pour parler du code de la famille et des inégalités qui subsistent encore, est-ce que vous pouvez me donner un exemple justement de dichotomie ou de grand écart entre vie publique et justement vie privée? Si on peut donner un exemple tout simple pour qu'on puisse toucher du doigt la vraie problématique. Il y a plusieurs exemples. Je donnerai d'abord, par exemple, l'exemple d'une femme qui travaille, qui est donc active, qui paye sa mutuelle, qui paye sa retraite, et elle ne peut pas prendre en charge ni son mari ni ses enfants dans sa mutuelle, parce qu'elle n'a pas le statut de chef de famille. D'accord. Voilà. Donc, même si sa mutuelle, par exemple, est plus intéressante que celle du mari, elle ne pourra pas. C'est celle du mari qui prévaut toujours? C'est celle du mari qui a le statut de chef de famille. C'est un problème de tutelle. Il y a le tutelle sur la famille. Donc, si, comme l'a souligné Sa Majesté, on parle d'un code qui concerne la famille dans son ensemble et l'ensemble des acteurs, on devrait permettre aussi à la femme de pouvoir donc et faire jouir sa famille d'avantages qui sont liés à sa profession. La même chose, par exemple, quand on parle de retraite. Vous savez, quand, par exemple, le mari décède, la femme continue de toucher une pension. 50%, je pense. Absolument. Mais si la femme décède, le mari ne touche rien. Ah, c'est l'État prend tout alors? Absolument. Il n'y a plus rien. C'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice, pourquoi? Parce que généralement, la famille s'est engagée dans des crédits, elle a des enfants en bas âge parfois, et donc le mari se retrouve finalement tout seul face à une responsabilité importante et pas de possibilité matérielle d'aider. Donc en fait, la femme cotise toute sa vie professionnelle, mais ne peut pas faire bénéficier sa famille de ces avantages. Donc, vous voyez, il y a un lien énorme entre la tutelle, qui gêne au sein du code de la famille, et une femme active dans sa profession, et qui ne peut pas, finalement, bénéficier de tous les avantages. Et donc, pour vous, ce sont les principales inégalités ou il y en a d'autres encore? Oui, il y en a beaucoup. La tutelle, mais on parle aussi du mariage des mineurs, par exemple? Bien sûr. Non, au sein du Code de la famille, il y a plusieurs aspects. Je pense que nous avons toujours demandé, depuis 2004, quand il a été mis en œuvre, après quelques années, nous avons demandé une revue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soucis qui se posent au niveau de l'application de certains articles. Par exemple, le mariage des mineurs était considéré comme une exception. Il est devenu la règle. Parce que, donc, au niveau, finalement, de l'appareil judiciaire, il y a, disons, peut-être un peu trop de laxisme envers cet aspect-là. Et donc, les autorisations pour marier une mineure se donnent plus facilement, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, il faut complètement enlever cette possibilité et éliminer donc la possibilité d'un mariage avant l'âge légal, qui est de 18 ans. La tutelle dans ses différentes rubriques, le partage des biens qui est acquis pendant le mariage. Donc il y a tous ces aspects-là. Et puis il y a des aspects aussi qui sont en relation avec le code pénal. Oui. Qui est assez liberticide dans certains de ces articles. Exactement. Donc il faudrait aussi voir cette relation avec le code pénal. Et une réforme du code pénal doit accompagner la réforme du code de la famille dans plusieurs articles. Il y a bien sûr la question de l'héritage qui se pose. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des freins par rapport à cette question, celle de l'héritage ou bien celle de l'avortement? Je pense que Sa Majesté a été très clair, il a cadré. Il a cadré jusqu'où pouvait aller finalement la réflexion sur une réforme du Code de la famille. Donc tout ce qui est consacré par le texte coranique, pour l'instant, on n'y touche pas. On ne peut pas. Non, ça, c'est le cadre qui a été établi, préétabli, je dirais. Oui, mais tout dépend de la lecture qu'on en fait aussi de ces textes, non ?
Bien sûr. Donc, une interprétation et un ijtihad est nécessaire dans plusieurs domaines. Parce que même en dehors de ce qui est consacré par les textes, par exemple, il existe des aspects dans le global, finalement, de l'héritage qui demandent peut-être à être revus. Le fait qu'un cousin éloigné puisse venir hériter alors qu'il n'a jamais connu la famille parce qu'il n'y a que des filles dans la famille, peut-être un souci. Peut-être qu'il faudrait revoir tout cela et voir comment faire avancer, faire évoluer les choses. La plupart aussi des familles qui n'ont que des filles se posent aussi la question, comment prémunir? Donc cette règle du ta'assib qui n'est pas du tout coranique, mais qui devrait être peut-être discutée, revue, débattue. Exactement. Et parce qu'elle est profondément injuste. Elle est injuste, absolument. Elle est injuste. Et moi, je pense qu'il y a des aspects, plusieurs aspects, pour lesquels il faudra un débat serein en ce qui concerne ce qui, pour beaucoup, touche le texte coranique, mais qui, en fait, pourrait se faire être évolué de manière tranquille et sereine aujourd'hui. Mais certains pensent, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, que le code devrait changer. Enfin, je parle du code de la famille, c'est surtout sa philosophie qui devrait changer, qui permettrait justement donc de faire des changements beaucoup plus profonds. Donc, le principe de la qawama, ta'a, c'est-à-dire cette obligation d'entretien qui continue aujourd'hui à perdurer. C'est une injustice pour les hommes aussi, puisqu'on parle de parité. Donc, quelque part, si on réclame la tutelle, ou on réclame davantage de responsabilité, il faut qu'il y ait la co-responsabilité sur ces plans-là. Absolument. Et même sur l'obligation d'entretien, non? Absolument. De toute façon, notre société a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les femmes sont très actives. Elles sont indépendantes pour la grande majorité sur le plan financier. Et donc, la notion même de chef de famille doit être revue. Comme vous l'avez dit, vous l'avez précisé, il faut que ça soit une co-responsabilité. Et ça réglera beaucoup de choses. Et c'est là où il y a l'interaction entre l'espace public et l'espace privé. C'est-à-dire que pour moi, il doit y avoir une démarche inclusive. Tout à fait. Qui permette aux deux d'évoluer dans le même sens. Et ça permettrait effectivement de changer la philosophie même du code de la famille. C'est ça, c'est une égalité partout, là où il faut. Absolument, dans la responsabilité vis-à-vis des enfants, dans la garde, qui parfois est remise en question en cas de remariage de la maman. Donc il y a beaucoup d'aspects. La question aussi, par exemple, de la nécessité d'une autorisation pour pouvoir voyager à l'extérieur du Maroc. Et même pour les papiers, pour inscrire un enfant à l'école aussi. Voilà, donc tout ce qui concerne ces aspects-là doivent être revus dans le cadre d'une co-responsabilité au sein de la famille. Et parce que c'est ce qui permettra à la famille d'être ce noyau nucléaire qui assure la stabilité. En étant véritablement dans un espace égalitaire et dans un espace plus serein qu'à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de conflits qui sont dus justement à l'esprit de domination qui existe. Alors, donc, dans cette loi cadre, vous évoquez tous ces aspects aussi, où c'est encore en discussion, où c'est quelque chose qui est en cours. D'après ce que j'ai vu, il y a tous ces côtés administratifs, effectivement, ou public-privé, mais les notions de, on va dire, droit privé, enfin pas droit privé, je m'exprime mal, mais disons, voilà, les droits des femmes, le mariage, divorce, etc., ne sont pas évoqués, puisque c'est le code de la famille qui est à part, non? Absolument. C'est justement parce qu'on a essayé de ne pas non plus... une loi cadre est différente d'une loi. Une loi cadre amène les grands principes. D'accord. Et les grandes orientations. Et nous parlons d'une loi cadre pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc, bien sûr, l'espace privé est dedans. Et d'ailleurs, il est cité à plusieurs reprises dans le projet de loi cadre. Mais en même temps, on ne va pas aller dans le détail de ce qui doit changer, parce que c'est dans le code de la famille, parce que cela nécessite un débat. Et ce n'est pas du tout l'objet d'une loi cadre. Et c'est quoi, justement, alors la suite? Il y a eu donc la charte qui a été signée, la pétition qui a recueilli plus de 20 000 signatures, et à l'arrache, comme on dit, c'était pas sur Internet. Puis ce projet de loi cadre qui sort avec le livre blanc, le numéro 1, livre blanc numéro 2 qui sort incessamment. Qu'est-ce que vous prévoyez là, tout de suite?
C'est quoi la suite des événements? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes forts d'un discours royal, avec une volonté politique clairement affichée. Et plus que cela, Sa Majesté a considéré que c'était un chantier prioritaire. Et donc, nous allons présenter notre projet comme une contribution aux dirigeants, aux chefs de gouvernement. On a demandé à le voir. Vous avez été reçu par les principaux acteurs du pays. En fait, je dirais qu'on a fait plusieurs couches de lobbying. Oui, tout à fait. J'ai bien suivi ça sur Internet, sur les réseaux. Donc, il y a eu quand même beaucoup de rencontres. Absolument. Depuis 2018, à chaque fois, nous revenons vers les responsables pour leur dire voilà où nous en sommes. Donc, c'était vraiment une question de concertation. Parce que tout le principe, finalement, de la dynamique Monasafa Daba au collectif, au parité maintenant, c'était de créer le maximum de convergence entre tous les acteurs, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient artistes ou d'un autre domaine. L'essentiel, c'était justement ce va-et-vient pour que ça soit véritablement participatif. Voilà, tout le monde peut s'approprier le projet. Exactement. D'ailleurs, le projet de loi cadre, on a tenu une réunion de l'ensemble des membres du collectif et on a tenu compte des remarques de tout le monde pour que ça devienne. Et ça a été la démarche adoptée pour l'ensemble de la documentation qui concerne le collectif, pour que ça soit véritablement non pas celui de la coordinatrice du collectif ou du coordinateur adjoint, mais véritablement que tout le monde y prenne part et qu'ils adhèrent. Donc c'est inclusif dans le contenu, mais aussi inclusif dans la forme. Absolument, absolument. Voilà. Alors, ma question, c'est, voilà, donc aujourd'hui, nous avons des orientations très claires, très fortes. Le code de la famille doit changer, la parité doit être effective. Et qui, d'après vous, est plus à même de conduire, parce qu'il faut bien mettre en place ces changements. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une commission comme celle qui a eu lieu en 2001, 2002, qui a accouché de la Moudouana, du Code de la famille en 2004? Ou est-ce que vous pensez peut-être que c'est l'occasion de mettre en place cette fameuse APALD qui est dans les tiroirs depuis 2011 et qui est une coquille vide, qui serait peut-être tout à fait indiquée pour gérer ce type de changement? Écoutez, pour moi, une commission royale consultative aujourd'hui, à mon avis, très personnel, je m'avance dans ce domaine, n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'elle était complètement compréhensible en 2001 ou 2002, parce qu'il y avait une pression et parce qu'il y avait la sacralité du texte de la Moudouana. Tout à fait. Aujourd'hui, le Code de la famille est une loi comme les autres. Donc, on n'a pas besoin de lever un tabou ou une sacralité. Donc, ça devrait, et je crois que Sa Majesté l'a souligné, devenir quelque chose de normal. Les amendements et son évolution doivent devenir quelque chose de tout à fait normal. Et à mon avis, effectivement, la PALD, qui a comme mission la parité, mais la lutte aussi contre toutes les formes de discrimination, me semble totalement indiquée pour faire ce travail, justement. Et il est temps qu'elle soit mise en œuvre, parce que nous l'avons attendu, nous l'avons revendiqué à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, le collectif, quand on a rencontré tous les dirigeants, on avait la loi cadre, mais aussi la demande de mettre en œuvre ou de mettre en application la PALD. Bien que nous ne soyons pas très d'accord sur le texte. Alors actuel. Justement, je voulais rebondir sur ça, parce qu'aujourd'hui, certains ou certaines disent que ce n'est pas logique que cette APALD, donc cette autorité, soit sous le joug d'un ministère ou sous le joug d'un gouvernement. Est-ce que l'APALD ne devrait pas être considérée en fait comme tous les conseils constitutionnels qui existent, comme la AK, comme d'autres conseils, pour pouvoir justement avoir de l'autonomie et une forme de liberté pour exercer son travail, ne peut pas être jugé parti. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que soulignaient
tout le mouvement des droits des femmes et tout le mouvement des droits humains, c'est ce qu'il avait demandé, c'est que de toute façon c'est une instance constitutionnelle et elle devrait répondre aux mêmes règles que toutes les autres instances constitutionnelles. Et parce que effectivement, être sous l'autorité ou la tutelle d'un ministère réduit effectivement de son efficacité et de sa neutralité vis-à-vis des questions qu'elle peut avoir à traiter. Et il faudrait rapidement revoir ces aspects-là. Comme il faudrait aussi revoir rapidement ses missions. Lui donner la possibilité de s'autosaisir qu'elle n'a pas à l'heure actuelle, parce qu'elle ne peut travailler que si elle est saisie d'une question Donc il lui faut des moyens humains et financiers. Il lui faut des moyens, bien sûr, comme pour pouvoir. Mais il faudrait peut-être revoir un peu sa mission et disons la philosophie de la PAL, parce que effectivement, elle ne correspond pas à la phase actuelle. Revoir un texte comme le Code de la famille demande de la neutralité, demande aussi de l'autonomie, et il demande beaucoup plus finalement d'indépendance dans le traitement de la question. Il ne faut pas que ça soit sous le joug d'un ministère, effectivement. Et si vous êtes nommé demain à la tête de la PAL d'Wafa Hadji, quelle serait votre première action? Oh là là. Il y a beaucoup de travail. Ce serait un honneur d'abord. Oui, ça j'entends bien. Et un honneur mais une grosse responsabilité. Oui. Une grande responsabilité parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais je pense que, bien sûr, il y a la question aussi, le code de la famille et du ressort de la PALD. C'est un des chantiers prioritaires, tant attendu, je pense, par tout le monde. Mais il faudra aussi le replacer dans une vision plus large et plus globale, comme je vous l'ai dit, inclusive et avec une interaction entre l'espace public et l'espace privé. Plus actuelle, puisque de toute façon, aujourd'hui, les femmes travaillent, les femmes sont indépendantes pour beaucoup d'entre elles et qu'il faut être de son temps. Exactement, et rien n'empêche cela. Cette émission touche à sa fin. Wafa, je pose la question, même si on l'a peut-être évoqué la dernière fois, mais sur le sujet de la liberté. Alors, pour vous, liberté, ça veut dire quoi? C'est un grand concept. Pour moi, la liberté, c'est d'abord une liberté d'expression. Il faut être libre de pouvoir s'exprimer. C'est aussi une liberté dans sa propre tête. Parce que très souvent, nous nous mettons des contraintes qui nous empêchent véritablement, finalement, d'appliquer notre liberté de manière claire. Donc il faudrait d'abord que nous-mêmes, on fasse un travail sur soi-même. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et qu'on enlève un peu toutes les contraintes de l'éducation, de la société, du social, de notre tête pour pouvoir vivre notre liberté. En tout cas, merci beaucoup, Wafa Hadji, pour la qualité et la pertinence de vos propos. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Internationale socialiste des femmes, membre du Bureau national de Jossour, Forum des femmes marocaines depuis 1995, et que vous êtes actuellement coordinatrice du collectif Parité Maintenant. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère à une prochaine fois. Avec un grand plaisir. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Bonne continuation des programmes sur M24.